Voilà ce que le frère développait tout de suite. Vous voyez, on rentre dans une organisation pour avancer ensemble. Là, on va parler de la CEDEAO. Mais si on ne peut plus avancer ensemble, que chacun prenne sa route. Parce que finalement, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le dépotoir de tous ces résidus humains, analphabètes, illettrés, inconscients, qu'ils applaudissent à longueur de journée, les soi-disant leaders, les politiciens farfelus, des militaires inconscients, des militaires qui ne font que rabaisser l'Afrique à longueur de journée. Moi, vraiment, j'ai été vraiment meurtri hier que la CEDEAO n'a pas pu réagir, empêcher ce coup d'État-là au Niger. Les gens ont laissé faire. Et ça a commencé de la même manière que ce qui s'est passé au Mali. Le CEDEAO donne tout le temps à ces enfants africains inconscients, immoraux, qui ne font que rabaisser l'Afrique sur des décennies. Personne ne réagit. Mais comme le frère le disait, quel que soit ce que le président Ouattara fera, parce que aux États-Unis ici, quand les gens font des infrastructures, mais c'est planifié. Le président fait par exemple des classes des classes d'école dans une région donnée par exemple pour 100 personnes, mais est que en moins de 10 ans, il y a 100 000 personnes qui se retrouvent là. Parce que nous avons une immigration incontrôlée. Avec cette libre circulation des personnes et des biens qui est dans les lois de la CEDEAO. Un Burkinabé n'ira pas au Ghana. Un Malien n'ira pas au Ghana. Un Haoussa du Niger n'ira pas au Ghana. Un Guinéen n'ira pas au Ghana. Un Burkinabé n'ira pas au Ghana. Mais déjà, avec cette immigration incontrôlée, même dans la situation stable dans leur pays, ces gens viennent en masse. En 2002, lorsque Gbagbo avait déballé sa machine à tuer avec Blé Goudé, mais ils sont sortis. Et là, on les voyait sortis. On les voyait tellement sortis qu'on se disait que ces étrangers-là n'allaient plus retourner en Côte d'Ivoire. Mais Éclaireur, j'étais en activité. Lorsque les commerçants de bétail du Nord étaient fermés, nous-mêmes étant des transporteurs, étant le gestionnaire d'une gare de transport, à Port-Boué, les 99% de ma clientèle étaient des Haoussa, les Burkinabés, les Maliens, les Mauritaniens, les Sénégalais. Mais quand il y a eu la rébellion que la route était fermée, à défaut des cas maintenant, nous-mêmes en prenant nos voitures, 2 à 3 personnes, les traverser à la frontière à Noé pour qu'ils partent. Mais à ce moment-là, il y a une institution, il y a une organisation internationale qui avait pris en charge les étrangers en Côte d'Ivoire qui souhaitaient sortir de la Côte d'Ivoire. Mais dans le même temps, ceux qui partaient là, mais ces mêmes gens-là, on pouvait les prendre 50 000, 75 000 par personne, tellement que la route était dure. Entre Noué et puis Abidjan, on pouvait dépenser presque 50 000 par personne. Mais ces gens étaient prêts à payer pour revenir en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, s'ils ne sont pas stables dans leur pays, si eux-mêmes sont en train d'applaudir les bêtises dans leur pays, mais la solution qui reste maintenant à la Côte d'Ivoire, même si nous ne sortons pas de la CEDEAO, mais maintenant c'est de mettre un système d'immigration contrôlé et dur envers ces ressortissants qui rentrent en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire ne peut pas être le dépotoir de ces déchets humains. La Côte d'Ivoire ne peut pas être le dépotoir de tous ces pays qui n'avancent pas depuis les années 60, de tous ces pays qui ne créent aucune infrastructure pour le bien-être de leur population. Tous ces pays n'ont aucune projection dans le futur. Créer les conditions pour la survie de leur peuple. Parce que là-bas, les gens ne vivent pas, ils survivent. Et croyez-moi, un Haoussa, un Malien qui quitte dans les falaises de Bandiagara, j'ai été dans cette zone-là. Mais la température à l'ombre, c'est plus de 40 degrés. Ça, ce n'est même pas à Gao. Mais de là où je vous parle, ça c'est dans la région de Monti. J'ai été jusqu'à Douanza. Douanza est à 70 km de Sewaré. Carrefour de Sewaré, c'est à partir de là que tu rentres à Monti et déjà tu continues directement dans le Nord Mali. Mais une fois arrivé là-bas, éclairé pour la vérité, mais il n'y a même pas un arbuste que j'ai vu. Tout est désert. Et quand je vous parle du désert, ce sont des véritables déserts. Mais vous pensez ouais, que des gens qui vont quitter dans cette zone-là, venir se retrouver à des températures de 30 degrés, de 25 degrés à l'ombre, en Côte d'Ivoire, dans la forêt, et ils vont retourner dans le sable, mais au fond, il avait dit. Que vous pensez ouais, que ceux qui sont quittés dans le sable, dans les falaises de Bandiagara, dans les zones reculées, mais quand ils vont venir en Côte d'Ivoire, mais qu'ils ne vont pas retourner, mais que prenez-la comme votre frère, vous l'avez dit. Mais à ce moment, le monde n'était pas aussi difficile comme il est aujourd'hui. Mais voilà des pays qui ont des ressources. Mais à cause de leur coup d'État, à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, mais vous pensez, ouais, que... Mais le frère a tellement si bien dit, mais finalement, la Côte d'Ivoire sera saturée. Nous n'avons pas les moyens comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, qui a reçu des réfugiés syriens, plus de 1 million de personnes. Voilà pourquoi Angela Merkel a eu le prix Nobel de la paix, Félix Houphouët-Boigny. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas ses moyens. Nous n'avons pas les moyens, et ce n'est pas maintenant que nous aurons les moyens. C'est le peu que nous avons. Si des personnes, d'une manière imprévue, font une descente massive sur la Côte d'Ivoire, croyez-moi, un jour, la situation sociale va exploser. Ou alors, nous restons purement dans une situation, dans une communauté économique, mais si la situation politique et de l'immigration, on met maintenant le visa entre nous et les autres. Comme ça y est en Afrique centrale. Ils sont dans une organisation économique, la SAC. Mais tu ne peux pas quitter le Gabon pour rentrer en Guinée équatoriale si tu ne prends pas de visa. Et ils ont le même CFA. Et pour le Tchad. Mais le Tchad même est l'un des pays en Afrique qui est plus dur sur le système de l'immigration sur ce territoire. Mais le Tchad fait frontière avec le Niger, non? Ils parlent les mêmes langues. Mais un Tchadien peut traverser le Niger jusqu'en Côte d'Ivoire. Et il peut rentrer facilement au Niger pour avoir une carte d'identité du Niger. Et émigrer en Côte d'Ivoire comme un ressortissant de la CEDEAO. Aoussa du Tchad et les Aoussa du Niger, c'est la même chose. Et plusieurs langues aussi qui se retrouvent au Niger, qui se retrouvent au Tchad. Mais si tous ces pays sont déstabilisés, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Au nom de quelle fraternité? On ne pourra pas. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas recevoir tout le monde. Ce qui concerne maintenant les opposants. Mais le frère l'a si bien dit, les bleus coudés et autres, mais chacun est assis en train de prier Dieu qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est leur ambition. Parce que pour eux, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire.
Pour eux, aujourd'hui, ils sont exclus du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Je prends au mot, et vraiment si c'est pas Congo, même si vous dites qu'il ne faut pas qu'on va attaquer certains responsables, parce qu'on est en période de campagne, mais on va dire, ce sont les faits. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, logique, il rentre en Côte d'Ivoire, il peut poser plainte. C'est vrai. Si Bakongo s'assoit à la télévision, que c'est lui qui a négocié la rentrée de Stéphane Kibré, Kone Katina, dans leur émission Sans réserve, en face d'Ali Diarasouba, il a négocié leur rentrée. Il a été même peut-être que l'initiateur de l'amnistie de ces personnes pour qu'ils rentrent. Or, après les événements de 2010, Stéphane Kibré, Kone Katina, Blé Goudé, Jean-Noël Abbaye, très souvent on ne parle pas de lui, mais lui aussi il était là-bas, il s'appelle Famara Touré, qui était le dernier ministre du commerce de Gbagbo Laurent. Ils étaient tous au Ghana là-bas, continuent à planifier les coups d'État. Donc il y a eu des soldats qui sont tombés. Mais pour soi-disant une paix, on les a laissés rentrer. Pour une réconciliation. Et moi, je ne sais pas à ce moment-là qui est en parole avec qui en Côte d'Ivoire. Mais si eux, aujourd'hui, se présentent en victime, ils ont raison. Parce qu'on les fait rentrer en Côte d'Ivoire comme des héros. Sey Kassi et puis le mari d'Anne Chile, François Kessi, sont rentrés. On les reçoit comme héros. Les personnes qui ont tué, qui ont suivi des personnes qui ont tué, et qui ont continué à tuer jusqu'à ce que, et tout ce soit encore, certains d'entre eux soient capturés, les envoyer en Côte d'Ivoire, avant ouais, ils vont se ressaisir. Mais quand ceux-là encore veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, normalement, le gouvernement devait faire de sorte ouais, que ces personnes-là aient le profil bas. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont invités sur le plateau télé. Ils sont invités dans les concerts. Bleu Gouli est tout le temps dans les concerts. Les candidats connus sont payés. Ils ont les cortèges. Puisque les partis sont subventionnés aux frais du contribuable. Mais c'est à cela que nous assistons. Donc, c'est tout à fait normal que Charles Babé reste en France là-bas, à des milliers de kilomètres, pour dire ouais, que le match et le retour va se jouer en Côte d'Ivoire. Puisque aujourd'hui, là, c'est eux qui se présentent à victime. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnalités au RHCP qui ont occasionné cela. Mais nous autres, là, qui sommes lucides, on a toujours dit que ces personnes-là n'ont pas changé et ils ne vont jamais changer et ils ne changeront pas. Et que là, pour la vérité, ne croyez pas que Bleu Goudé, aujourd'hui, là, Bleu Goudé, quel que soit ce que les membres du RDPU feront, si Bleu Goudé a eu l'occasion, une seule occasion aujourd'hui, qui va les exterminer et tous. Parce que quelqu'un qui est habitué à tuer, mais quand il va tuer, mais les Bleu Goudé ont tué et puis ils ont justifié pourquoi ils ont tué. Mais que ces responsables de RDP ouvrent les yeux. Vous pensez que ceux-là aujourd'hui là, mais est-ce que Touré Mamadou, avec Kone Katina, si la MCI, Touré Mamadou n'est pas tombé des nuits de la déclaration de Kone Katina parce que les arrangements qu'ils font entre eux, dans les chambres, dans les couloirs, et lorsque le moment arrive pour les appliquer, ceux qui les suppliaient hier de rentrer en Côte d'Ivoire, leur tiennent défi. Leur disent non, c'est pas ce que nous avons dit. Voilà ce qui a été signé. Voilà ce qui a été dit. Pendant qu'ils sont dans l'opposition, pendant qu'ils ont tué, c'est eux qui ont négocié pour rentrer, c'est eux qui veulent encore venir dicter ce que le pouvoir doit faire. Donc finalement, c'est eux qui sont au pouvoir.
Mais ce qui fait mal, c'est le petit peuple militant RHDP, qui à chaque fois est agressé pour un oui ou non, qui était agressé hier, pour un oui ou pour un non, simplement par son choix politique, soit par son origine, soit, en tout cas, il était toujours humilié. Mais nous devons rester vigilants. Nous sommes vigilants, mais nous devons rester davantage vigilants. Parce que partout où il y a le désordre, partout où il y a le coup d'État, mais il y a la circulation des armes. On ne sait pas qui rentre encore sur le territoire ivoirien. En fait, on ne sait pas qui sort. Notre système d'immigration, généralement en Afrique, n'est pas contrôlé. Même si aujourd'hui, le régime a la volonté veut vraiment faire de la charité aujourd'hui pour recevoir ces réfugiés. Mais pourquoi même ne pas créer, à partir de leur territoire, le territoire burkinabé, le territoire malien, les zones où il n'y a pas les djihadistes là, normalement on ne devrait pas construire des maisons sur le territoire ivoirien, mais on devrait construire ces maisons-là sur le territoire burkinabé, malien, pour les canaliser là, sur leur propre territoire. Mais ils vont continuer à venir. Parce que, les chers frères, voilà pourquoi j'avais applaudi Mamadou Youssouf, qui a su faire une transition dans son pays, au Niger. Il a été l'un des meilleurs présidents, je dirais, après Nelson Mandela, je peux dire Mamadou Youssoufou, parce que c'est un visionnaire. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner mon développement. Tout le monde sait très bien que dans le nord du Mali, dans le nord du Burkina, dans le nord du Niger, ceux qui sont là, ce sont les Touaregs. Et la cause principale de la révolte, ils sont abandonnés. La République ne pense pas à eux. Il n'y a aucun développement dans les régions, alors que les multi-internationales sont dans ces régions-là en train d'exploiter les ressources minières, énergétiques, gazières et autres dans leurs régions, mais ils n'en bénéficient pas. On ne demande pas leur avis lorsqu'il y a des prises de décision. Et quand il y a ces prises de décision, l'exploitation de ces régions-là, de ces zones-là, le développement n'arrive pas à leur niveau. Pendant que le Mali, le nord du Mali, de Burkina, est à feu et à sang, Mamadou Youssouf a fait une transition de couleur pour calmer les ardeurs des Touaregs qui sont dans le nord du Niger. Voilà pourquoi il y avait un calme relatif dans le nord du Niger. Parce que Mamadou Youssouf, parce que lorsque ils ont une période culturelle dans le nord du Niger, et lorsque cette période arrive, les Touaregs de la Mauritanie, les Touaregs du Burkina, les Touaregs du Mali se retrouvent dans le nord du Niger pour faire leurs festivités culturelles, ancestrales. Et tous les leaders Touaregs, dans tous ces contrées-là, viennent ce jour-là, c'est comme un carnaval. Ce sont des retrouvailles. C'est ceux-là qui ont pris les armes et qui continuent à prendre les armes, qu'on appelle les djihadistes, qu'on appelle les terroristes. Mais croyez-moi, dans les semaines à venir, le Niger sera un chaos. Parce qu'ils viennent de déclarer une guerre. Ils viennent d'exclure totalement, depuis que le Niger a été le Niger, un Touareg de la peau blanche n'avait jamais accédé au pouvoir au Niger. Or, ce sont des gens du Niger, ce sont des Nigériens. Ils ne se réclament pas de la Libye, ils ne se réclament pas de la Mauritanie, ils ne se réclament pas de l'Algérie, ils ne se réclament pas du Maroc. Est-ce que
ce colonel voyou, imbécile, est-ce qu'il sait qu'il vient de signer l'arrêt de mort de tout le Niger? Et lorsque ça va exploser, ils ne vont pas rester au Burkina, qui est le pays voisin direct. Et ils vont faire les descentes. Soyez-en sûrs. Il y a déjà une forte communauté Hausa en Côte d'Ivoire. Ces colonels viennent de créer le chaos au Niger. Ces colonels viennent de créer une guerre sans fin au Niger. Parce que les Touaregs se sentiront totalement exclus. Et ils vont déclencher une guerre sans merci à ceux qui sont actuellement au pouvoir. C'est parce que Bazoum était au pouvoir au Niger que les Touaregs du Niger s'étaient ressaisis à commettre des actes terroristes. Et c'est là encore nous allons nous adresser un peu à la France. La France aussi doit avoir un peu honte. Ne donnez pas raison à ceux qui vous ont chassé hier. Lorsque le Mali et le Burkina vous chassent de leur territoire, c'est parce que vous êtes complices des terroristes. Que vos actions, ils ne voient pas les actions que vous menez sur leur territoire. Et que c'est le Niger qui vous accueille. Vous avez tous les renseignements généraux. Vous ne pouvez pas être sur le territoire du Niger. Même si il y a des responsabilités, c'est comme nous disons très souvent que oui, ce sont des pays souverains. Mais nous ne sommes pas souverains. Le continent africain n'est pas souverain. Et ce n'est pas maintenant qu'on sera souverain. Mais lorsque on vous a chassé de ces deux territoires-là, et que c'est le Niger qui vous a accueilli, mais vous avez tous les services de renseignement. Mais lorsqu'il y a une institution démocratique qui a été placée là, un pays qui avait subi des coups d'État depuis l'heure des indépendances, où il y a eu même un Ibrahima Baïli Maïansara qui a été assassiné à la descente de son avion, et que ce pays-là aujourd'hui se retrouve avec un système de démocratie douce, transitoire, et que des voyous qui viennent s'asseoir à la télé que la situation de sécurité était dégradante. Voilà à quoi ressemblent nos militaires africains. Un militaire qui vient faire des déclarations, faire coup d'État au chef suprême de l'armée, qui incarne les institutions de la République, le premier responsable et négociateur du Niger, le premier homme du Niger, toi un soldat qui vient t'asseoir sur tes fesses devant le monde entier que le système de sécurité était dégradé. Est-ce que tu as dit que lorsque vous avez demandé du matériel de guerre, est-ce que vous avez demandé qu'on mette certaines choses à votre disposition que le président Bazoum n'a pas fait? Non. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, les soldats du Niger, pour quelle raison fondamentale aujourd'hui vous pouvez dire que vous avez fait le coup d'État à M. Bazoum? Parce que toutes les forces étrangères qui étaient au Mali ou au Burkina sont aujourd'hui dans le nord du Niger pour vous aider à stabiliser ces attaques terroristes. Et depuis que Bazoum est au pouvoir au Niger, il n'y a pas encore eu d'attaque terroriste cinglante comme au Mali ou au Burkina. C'est que le pays était relativement calme. Et la présence de ces forces étrangères-là vous aidait à canaliser, à surveiller votre pays. Le monsieur, il est prêt à aller travailler. Le matin, vous le bloquez. Et c'est cette salade-là que vous venez nous sortir. Bande d'imbéciles, bande d'inconscients, bande d'idiots. Et malheureusement, les condamnations de la CEDEAO, on vous recevra parce que vous allez demander de l'aide à organiser les élections. Voilà comment va l'Afrique. Mais les Nigériens, on a vu sur les réseaux sociaux, certains Nigériens qui sont en train de se promener avec le drapeau russe, parce qu'il y a eu coup d'État. Mais est-ce que Bazoum n'était pas l'incarnation de la stabilité aujourd'hui au Niger? Vu que vous êtes déjà dans la précarité, vu que déjà vous n'avez pas assez de ressources minières pour pouvoir tenir, la majorité de vos aides, ce sont les aides des partenariats à l'international. Quand on arrive au Niger, ce sont les ONG que vous soutiennent. Vous êtes des Sarakadona. Tellement que vous êtes des Sarakadona, mais vous quittez même dans vos pays, la profession que vous faites dans les pays environnants, surtout en Côte d'Ivoire, c'est
à Kadi Alama. C'est pas vous? Mais le système qui devait vous sortir de là, pour que vous ayez un peu votre dignité. Mais celui qui demande à longueur de journée le sacrifice à Kadi Alama là, j'ai faim là, tu n'as pas de dignité. Mais c'est le système qui était en train d'être construit, mettre en place au Niger, c'est ce qui allait garantir votre dignité. Le monde entier n'a aucun respect pour vous, parce que vous êtes une charge à l'international. Pour ne pas dire dans la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de respect pour vous. Parce que ce sont vos parents qui sont devant les mosquées, qui sont dans la rue. Même quand ils sont aveugles, ils sont obligés de prendre des enfants. Et la Côte d'Ivoire a vraiment interdit l'immigration des mineurs. Parce que ce sont ces enfants-là qui sont avec des adultes, les Aoussa du Niger, pour faire les Arak à Kadi, Alama, à Abidjan. Et partout en Côte d'Ivoire. Même dans les autres pays. Vous n'êtes pas levé hier pour dire non à ce coup d'État insensé. Ces vagabonds qui viennent, qui prennent des armes, qui viennent troubler la culture là, de toute une nation. Vous n'êtes pas sorti hier pour dire non. Et vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y a un soldat en Côte d'Ivoire qui va vouloir faire coup d'État. Je touche du bois. Parce que les conséquences seront incalculables. Si ça éclairé, je vous laisse ce soir. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup, cher René. Merci pour ce que vous avez dit. Merci pour ces conseils hautement avisés. Et surtout, parlant du président actuel qu'il vient d'enlever, il faut dire que contrairement à ce que beaucoup pensent, il avait trouvé sa méthode propre à lui de combattre le terrorisme. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait directement dans les zones. Quand il savait que quelqu'un était un terroriste, il avait ses services de renseignement. Il partait. Vous pouvez me suivre mieux. Okay. Il partait. Il contactait par personne interposée les amis ou les parents de ces djihadistes-là. Et jusqu'à arriver à entrer en contact avec eux. Et il se donnait la charge de discuter directement avec eux. Pourquoi tu es devenu djihadiste? Je suis djihadiste parce qu'il n'y a pas de développement chez moi. Ok. Je suis djihadiste parce qu'ils ont tué ma maman. Je suis djihadiste pour telle raison. Mais le nombre de jeunes du Niger qu'il a pu sauver des griffes du djihadisme se compte par milliers. Sans avoir à payer des armes pour hypothéquer encore l'avenir économique de ce pays. Parce qu'il avait trouvé pour lui sa stratégie de combattre le djihadisme. Quand je n'ai pas les moyens que les autres ont, j'utilise ce que j'ai. C'est ce que Mohamed Bazoum a fait. Et donc, vu que quand vous, des généraux de l'armée, viennent dire que c'est parce que le front sécuritaire n'est pas garanti, mais vous nous dites que vous avez échoué. Parce que ce n'est pas le rôle du président d'aller au front. Mais c'est vous-même qui venez dire, vous utilisez vos incompétences pour enlever quelqu'un qui a été un civil, qui a été mis à la tête de l'État. Il n'y a pas de logique. Mais bien avant tout ça, donnez-moi un seul modèle dans le monde où un régime dictatorial, militaro-dictatorial s'est mis au pouvoir et ils ont développé leur pays et ils ont amené leur pays vers l'évolution. Donnez-moi un seul exemple. C'est ce qu'on a reproché à Blaise Compaoré. Pourquoi il négocie avec les djihadistes pour maintenir à travers le Touareg, pour maintenir la paix au Burkina. Mais aujourd'hui, là, ceux qui disent qu'ils sont garçons, là, ils sont à Ouagadougou, ils ne veulent pas aller au front. Ils prennent photo et se montent dans pick-up. Frère, Traoré, si tu es un vrai garçon, là, on veut te voir en train de faire tomber les têtes des djihadistes. Tu ne peux pas te mettre à l'état-major, prendre une photo dans un pick-up pour nous dire que notre tête est un garçon. Un vrai garçon, là, ça va au front et ça nous ramène des têtes des djihadistes. C'est de ça que les questions.
Ils sont devenus de véritables propagandistes en train de se masturber sur la toile avec des images qui n'intéressent peu personne d'ailleurs. Entre-temps, les Burkinabés sont en train de fuir aux quatre coins du continent. Si vous étiez si courageux, pourquoi autant de Blaise Compaoré? Les terroristes n'avaient pas le courage de frapper là où frappent aujourd'hui. Où sont vos amis russes qui vous avaient promis monts et merveilles? Où est le développement dont souhaite tant le peuple du Burkina? En réalité, dites la vérité à vos peuples. Il y a un modèle qui s'est installé, ce sont les vagabonds qui, ne pouvant pas assumer les postes qu'ils ont, décident d'être président parce qu'il faut essayer. Mais l'aîné B52 l'a dit, vous ne savez pas que le monde là fonctionne d'une autre manière. Les dispersés qui étaient au Niger là, vous allez les voir renforcés en armes maintenant. C'est maintenant que vous allez avoir une vraie rébellion et une vraie sale guerre au Niger. Parce que vous allez connaître maintenant un mouvement bien constitué, surarmé et extrêmement armé, qui vont vous amener à comprendre que vous auriez dû faire votre boulot et que vous auriez dû laisser Bassoum continuer son boulot. Et ils vont le faire en synergie avec quelques détachements de mouvements djihadistes, malheureusement pour le Niger. C'est ça qui me rend triste. Parce que nous, on est assis, mais on sait déjà ce qui va se passer là-bas. Et ça ne sera pas bon pour le peuple. Ceux qui sont sortis pour applaudir, ça ne sera pas bon pour vous. Ceux aussi qui se sont assis, qui n'aiment pas, mais qui sont toujours là, qui n'ont pas pu s'affirmer, ça ne sera pas bon aussi pour vous. Mais le monde continue, et on est dans le monde, on verra ce qui va se passer.